Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice sur les endomorphismes nilpotents avec un exercice très classique sur ce genre d'endomorphisme. Ici, on va voir un exercice avec un énoncé qui est très détaillé pour bien comprendre le principe des endomorphismes nilpotents et du genre de questions qu'on peut poser sur ce genre d'endomorphisme. Il y a d'autres exercices qui sont avec des énoncés plus concis, donc qui sont un petit peu plus durs, mais si on a compris le principe que je vais dire ici, normalement on peut faire les exercices avec des énoncés plus raccourcis, à l'oral par exemple. Donc du coup on va faire sur plusieurs vidéos pour bien détailler le principe de ce genre d'endomorphisme. Alors ici on considère U qui est un endomorphisme de E avec E qui est égal à R3, tel que U cube soit égal au 0 de E, mais U carré qui est différent du 0 de E. Alors déjà U cube, il faut faire attention que U cube c'est égal à U rond U rond U. C'est pas U fois U fois U, hein. Et U carré, c'est égal à U rond U. En fait, quand on met des puissances à des endomorphismes, c'est la composée. Et donc, ce U cube est égal au 0 de E, c'est-à-dire l'endomorphisme nul. Par contre, U carré n'est pas égal à l'endomorphisme nul. Alors, le fait que ce soit pas égal à l'endomorphisme nul, ça ne veut pas dire que U carré est tout le temps différent de 0, ça veut dire que U carré de x n'est pas toujours égal à 0. En tout cas, il y a au moins un x pour lequel U carré de x n'est pas égal à 0, et ça, on va l'utiliser justement dans la suite de l'exercice. À ce moment-là, on dit que U est un endomorphisme nilpotent d'ordre 3 ou d'indice 3 parce que U cube vaut 0, mais par contre, le précédent, c'est-à-dire U carré, n'est pas égal à 0. Si par contre j'avais U6 qui est égal à 0 et U5 différent de 0, ça aurait été un endomorphisme nilpotent d'indice 6. Alors bien sûr, sous-entendu, à partir du moment où U cube est égal à 0, j'ai U4 qui est égal également au 0 de E, U5 qui est égal également au 0 de E, etc., etc. Tout simplement parce que, par exemple je le fais sur U4, hein, U4 c'est U rond U3, ou U3 rond U, hein, c'est pareil, sauf que U3 c'est l'endomorphisme nul, et U de l'endomorphisme nul, bah, c'est égal à l'endomorphisme nul. Et je peux faire exactement le même principe sur U5, U6, etc. Par une récurrence assez immédiate. Alors, on va voir la première question qui est la question la plus classique sur les endomorphismes nilpotents et qu'on va réutiliser par la suite. On nous demande de montrer que pour tout x n'appartenant pas à quart de u carré, la famille x, u de x et u carré de x est libre. Donc je vais tout simplement considérer cette famille avec un x qui n'appartient pas à quart de u carré et je vais montrer qu'elle est libre. Comment on montre qu'elle est libre? En prenant trois coefficients et en montrant que la combinaison linéaire avec ces coefficients qui est égal à 0 implique que les coefficients sont nuls. C'est la méthode la plus classique qu'on a vue pour montrer qu'une famille est libre. Donc je vais commencer en disant soit x n'appartenant pas à quart de u carré, puisque ici c'était l'hypothèse, et comme j'ai trois vecteurs dans ma famille, je vais tout simplement prendre trois réels que je vais appeler lambda, bêta et gamma, donc qui appartiennent tous les trois à R, donc appartient à R3, tels que la combinaison linéaire, c'est-à-dire lambda x, bêta u de x et gamma u carré de x, soit égale à 0. Donc lambda x plus bêta i de x plus gamma u carré de x soit égal à 0. Et le but, c'est de montrer que les trois coefficients lambda, bêta et gamma sont tous les trois égaux à 0. Alors pour ce faire, on va tout simplement appliquer l'endomorphisme U à gauche et à droite de cette égalité. Puisque ça est égal à ça, j'en déduis que U de tout ça est égal à U de 0. Donc U de tout ça, hein, je recopie, c'est lambda x plus bêta u de x plus gamma u carré de x. Maintenant, je vais appliquer la linéarité de U, puisque U est un endomorphisme, donc c'est linéaire. Et donc U de tout ça, c'est égal à lambda fois U de x, plus bêta fois U rond U, c'est-à-dire U carré de x, plus U de tout ça, c'est-à-dire gamma, et U fois U carré, c'est U cube. Donc gamma U cube de x, et U de 0, ça vaut 0, puisque U est un endomorphisme, et on sait que pour un endomorphisme, j'ai U de 0 qui est forcément égal à 0. L'intérêt d'avoir appliqué U, c'est que je vois que je me retrouve avec un U cube. Or U cube, on a dit que ça valait 0. Donc ce terme-là s'annule.
Et donc j'en déduis que lambda u de x plus bêta u carré de x est égal à 0. Alors c'est pas suffisant parce que j'ai encore deux équations, enfin deux inconnus avec une seule équation, donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement réappliquer une fois de plus l'endomorphisme u. Donc je vais dire que u de lambda u de x plus bêta u carré de x est égal à u de 0. J'applique u à gauche et à droite. Et de la même manière, par linéarité, ici ça me fait lambda u carré de x plus bêta u cube de x et u de 0, ça vaut 0. Et évidemment, l'intérêt, c'est que je me retrouve encore une fois avec u cube de x qui est égal à 0, puisque u cube est égal à 0. Donc j'ai lambda u carré de x qui est égal à 0. Donc ça fait soit lambda égale 0, soit u carré de x égale 0. Sauf que, par hypothèse, j'avais dit que x n'appartenait pas à quart de u carré. Qu'est-ce que ça veut dire que x n'appartient pas à quart de u carré? Bah, ça veut dire que u carré de x est différent de 0. Puisque si x appartient à quart de u carré, ça fait que u carré de x est égal à 0. Donc si x n'appartient pas à quart de u carré, ça veut dire que u carré de x est différent de 0. Donc comme u carré de x est différent de 0, j'en déduis que j'ai forcément lambda qui vaut 0, parce que ici j'ai un produit qui est nul, et donc j'en déduis que lambda égale 0, car u carré de x est différent de 0. Et donc là j'ai trouvé que mon premier des trois réels, lambda, bêta, gamma, est égal à 0. Donc maintenant il va falloir que je montre que les deux autres sont également à 0. Pour ce faire, je vais tout simplement reprendre l'égalité que j'avais montrée ici, puisque ici j'avais montré que lambda u de x plus bêta u carré de x était égal à 0. Sauf que là, je viens de montrer que lambda est égal à 0, c'est-à-dire que ce terme-là se simplifie, et donc j'en déduis que bêta fois u carré de x est égal à 0. Donc je vais le réécrire en dessous, là je vais pouvoir effacer. Donc là, en simplifiant finalement mon équation, j'en déduis que bêta u carré de x est égal à 0, parce que ici ça s'est simplifié. Mais encore une fois, u carré de x n'est pas égal à 0, donc j'en déduis que bêta est égal à 0, encore une fois, car u carré de x est différent de 0. Donc voilà, j'ai montré que mon deuxième coefficient valait également 0. Maintenant, pour trouver que le troisième coefficient vaut 0, bah, cette fois-ci, je vais réinjecter dans la première équation que j'avais, puisque ici, j'ai lambda qui vaut 0, donc ça se simplifie. Le bêta, je viens de montrer qu'il vaut 0, donc ça se simplifie. Donc, il me reste gamma u carré de x égale 0, et une troisième fois, de la même manière, u carré de x est différent de 0, donc j'en déduis que gamma égale 0, car u carré de x égale 0. Alors, je ne le réécris pas, parce que j'ai déjà écrit deux fois, et bien sûr, c'est la même justification. Et donc, j'en déduis finalement que le lambda, le bêta et le gamma sont tous les trois égaux à 0. Et donc ça montre que la famille x, u de x, u carré de x est libre. Donc une fois que j'ai écrit tout ça, je peux faire ma conclusion, qui est que la famille x, u de x et u carré de x est libre. Puisque les trois coefficients valent 0. Donc voilà, c'est vraiment assez simple, on va dire, si on connaît l'astuce, qui est d'appliquer u à gauche et à droite de l'égalité une première fois, puis une deuxième fois. Et si jamais j'avais 4 vecteurs, bah, j'aurais appliqué une quatrième fois. Si j'avais 5 vecteurs, j'aurais appliqué une cinquième fois, etc. etc. Donc ça, c'est la question qu'on retrouve le plus souvent dans les endomorphismes nilpotents, sachant que la question peut être posée de manière différente, mais en tout cas, le principe de résolution de cette équation est toujours le même. Ici, on demande que c'est libre. Des fois, on demande de montrer que c'est une base. Le principe est le même avec quelques ajustements, mais c'est exactement le même calcul qu'il faudra effectuer. Donc on va pouvoir passer à la deuxième question. On nous donnait E1, E2, E3 qui était la base canonique de R3, et on demande de montrer qu'ils ne peuvent pas tous être dans quart de U carré. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas tous être dans quart de U carré? Ça veut dire qu'il y en a un ou deux de ces vecteurs qui peuvent appartenir à quart de U carré, mais pas tous, c'est-à-dire pas les trois. Donc comment on va faire pour résoudre cette question? On va tout simplement faire par l'absurde. Montrer une négation, on va supposer que c'est vrai, et montrer qu'il y a une contradiction avec une des hypothèses de l'énoncé. Donc c'est ce qu'on va faire. On va dire, supposons qu'ils appartiennent tous les trois à quart de U carré, c'est-à-dire que E1, E2 et E3 appartiennent à quart de U carré, et du coup au cube,
puisqu'il y en a 3. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que u carré de E1 est égal à 0. S'il appartient à un quart de u carré, c'est-à-dire que u carré de E1 égale 0. Et u carré de E2 est égal à 0. Et u carré de E3 est aussi égal à 0. Mais si u carré de E1, de E2 et de E3 égale 0, ça veut dire que u carré est l'endomorphisme nul. Or, par hypothèse, c'est faux. Et donc c'est ça notre contradiction. Par contre, il faut soit on dit directement que ça implique que u carré est égal à l'endomorphisme nul, soit on le montre. Alors on peut le montrer soit de manière calculatoire, soit avec les matrices. Donc moi je vais faire les deux, je vais le montrer avec les matrices et de manière calculatoire, pour voir les deux méthodes. Si on a à l'oral et qu'on s'en laisse, on peut dire directement au correcteur, ça implique que u carré est égal à l'endomorphisme nul, et donc du coup contradiction avec cette hypothèse, mais justement, cette implication, on va la démontrer de deux manières différentes si jamais l'examinateur demande des précisions. Alors, pour montrer que u carré est égal à 0 de manière calculatoire, je vais tout simplement prendre un x qui appartient à E, c'est-à-dire R3, et donc, comme E1, E2, E3 est une base de R3, ça veut dire qu'il existe donc un petit a, un petit b et un petit c qui appartiennent à R3, tels que x s'écrivent comme une combinaison linéaire de ces trois vecteurs, c'est-à-dire AE1 plus BE2 plus CE3. Maintenant, je vais appliquer u carré directement. Je pourrais appliquer u, mais j'applique directement u carré. Donc u carré de x est égal par linéarité à a fois u carré de E1, puisque a est un réel, b fois u carré de E2, et c fois u carré de E3. Là, je vais vite sur le calcul, parce que c'est des calculs assez simples par linéarité, donc je ne développe pas plus que ça le principe du calcul. Sauf que u carré de E1, c'est égal à 0, u carré de E2 également, et u carré de E3 également. Donc 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Donc j'en déduis que u carré de x est égal à 0. Sauf que mon x, j'ai pris un x qui appartient à E de manière quelconque, et quel que soit ce x qui appartient à E, je viens de montrer que u carré de x est égal à 0. Ça veut dire que u carré est égal au 0 de E. Et si u carré est égal à 0, contradiction avec l'hypothèse de l'énoncé. Donc s'il y a une contradiction, c'est-à-dire que l'hypothèse de départ était fausse, l'hypothèse de départ c'était que les trois vecteurs appartenaient à un quart de u carré, donc ça veut bien dire qu'ils ne peuvent pas tous être dans quart de u carré. Donc ça c'est la première méthode, la méthode calculatoire, pour montrer que u carré est égal à 0 de E par implication de l'hypothèse ici. L'autre méthode c'est de le faire avec les matrices, parce qu'on sait que u carré est un endomorphisme, puisque U est un endomorphisme, et si j'appelle A la matrice de U carré dans la base canonique, que je peux appeler B, on sait que ça va être une matrice comme ça, avec en haut les images de la base de départ, c'est-à-dire U carré de E1, U carré de E2 et U carré de E3, et à droite, j'aurai la base d'arrivée, mais qui est la même que celle de départ, c'est-à-dire E1, E2, E3. Sauf que là, on vient de montrer que U carré de E1 était égal à 0, c'est-à-dire que là, ici, j'aurai 0, 0, 0. Si U carré de E2 est égal à 0, j'aurai aussi 0, 0, 0. Et si U carré de E3 vaut 0, j'aurai aussi 0, 0, 0. C'est-à-dire que finalement, grand A est égal à la matrice nulle. Mais si grand A, c'est la matrice de U carré, est égale à la matrice nulle, ça veut dire que U carré est égal à l'endomorphisme nul. Et donc, encore une fois, contradiction avec l'hypothèse de départ. Donc évidemment, on arrive à la même conclusion, sauf que là, je le fais avec les matrices, alors que précédemment, je l'avais fait par le calcul. Les deux méthodes sont bonnes, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, c'est vous qui choisissez. Ou alors, on peut le dire directement, mais plus à l'oral, parce qu'à l'écrit, on peut demander à le justifier. Donc voilà, à voir ce que vous préférez comme méthode, par calcul ou par la matrice. Donc voilà pour les deux premières questions de cet exercice, qui sont un petit peu des questions préambules à la suite de l'exercice, des questions préparatoires à la suite de l'exercice. Donc on verra dans d'autres vidéos, justement, la suite de cet exercice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les matrices nilpotent.
J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.